Merci d'être venus si nombreux, c'est déjà une première victoire. Nous tenons à remercier tout d'abord la mairie de La Réole et Bruno Marty, le maire en particulier, qui nous a permis d'organiser cette réunion ici et qui a accepté d'intervenir ce soir. Merci également à tous les autres intervenants, à la gare et ici, et à tous les élus qui nous ont aidés et qui nous soutiennent. Beaucoup sont parmi nous ce soir. Merci d'être venus. Je voudrais rappeler qu'il existe justement un collectif d'élus de près de 90 membres de tous bords qui s'est créé pour dénoncer ce projet insensé de LGV du Sud-Ouest. Des élus, maires, députés, sénateurs travaillent main dans la main avec les collectifs militants contre la LGV. Nous remercions également tous les collectifs, assos, syndicats et partenaires qui nous soutiennent, et ils sont nombreux, et en particulier le collectif LGV Nina qui nous a aidés à organiser cette journée. Merci aussi à la Petite Populaire, au Piémont Masqué et au Rex pour le soutien technique, et à tous les artistes qui viennent gracieusement enrichir cette journée pour la cause. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à ce projet démentiel, inutile et nocif, qui est l'un des plus gros de France actuellement. Et c'est un plaisir de voir que nous sommes très nombreux, plus de 20 collectifs réunis aujourd'hui, des collectifs militants contre la LGV. C'est au sein de ce réseau que vient s'inscrire notre nouveau collectif, LGV Desraya, qui est né il y a quelques mois à l'initiative de plusieurs habitants de Pondora et puis Barban, venant de tous horizons, et qui n'étaient pas spécialement militants initialement. On s'est rendu compte qu'ici, les habitants sont très peu informés du projet de LGV et des conséquences qu'il aurait et qu'il a déjà sur notre territoire. En général, on nous répond « on n'est pas sur le tracé, on n'est pas concerné ». Eh bien si, on est tous concernés, et de différentes façons. Le collectif est donc né d'abord pour informer les gens, et il permet aussi de faire le lien entre les collectifs de Gironde et du Lot-et-Garonne. En réalité, on est impacté donc de différentes façons sur nos territoires. D'abord, on paye des taxes. Notre territoire se verrait défiguré par l'ouverture de nouvelles carrières qui devraient approvisionner la construction en matériaux. Les trains du quotidien, et on l'a vu tout à l'heure à la gare, seraient encore plus délaissés. Et cette LGV serait un désastre environnemental et climatique. Voilà 4 des principales thématiques qu'on va aborder ce soir par la voix de différents intervenants. Je vous invite aussi à regarder les panneaux qu'on a disposés dans la salle pour avoir un aperçu des différents impacts. Juste avant de finir, je voudrais vous dire que ce projet n'est pas une fatalité. Grâce à la mobilisation citoyenne, de nombreux projets ne voient pas le jour. Regardez Notre-Dame-des-Landes, très récemment. Vous avez un aperçu aussi de plusieurs projets, il y en a beaucoup. Mais nous avons besoin d'être tous unis pour protéger notre territoire. Il y a plein de façons de se mobiliser et de lutter contre ce projet, quel que soit votre niveau d'engagement, quel que soit votre temps disponible. Toutes les aides sont les bienvenues. On a fait une liste des différentes tâches possibles que vous pouvez retrouver au point d'information là-bas. Vous pouvez déjà vous informer sur le site LGV Non Merci, j'en ai parlé tout à l'heure et je le redis. Ce site regroupe toutes les informations. Vous pouvez vous inscrire à une liste de diffusion. Laissez-nous vos coordonnées, on va faire passer des fiches là dans le public et il y en aura au point d'information. Et surtout parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi signer les pétitions, c'est utile. Rejoindre le collectif, faire un don pour financer les impressions et les avocats. Et on a grand besoin d'aide juridique. Et pour les dons, on a mis des caisses de soutien aussi au bar et au point d'info. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, on est disponible au point d'information et tout au long de la soirée, vous pouvez aussi nous écrire. Maintenant, je laisse la parole à Gabriel pour présenter le GPSO pour Bordeaux se soulève, mais aussi pour l'intercollectif LGV Non Merci, qui regroupe sous sa bannière tous les collectifs anti-LGV. Et on peut applaudir Léonie. Alors, donc on m'a demandé d'introduire le sujet en 10 minutes, ce qui n'est pas une mince affaire, vous allez le comprendre, il y a une multiplicité d'enjeux, c'est un sujet extrêmement complexe. Du coup, on va commencer par une introduction assez brève, une introduction à l'introduction, par une question pour un champion, ou une championne. Voilà. Donc il va y avoir 4 questions, je vais vous demander de trouver la solution, de répondre. Normalement, vous allez reconnaître assez vite de quoi je parle. Mais bon, on va tenter, c'est un brise-glace pour introduire les réunions d'infos. Alors, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, première question. Ok, top chrono. J'ai inventé un projet d'infrastructure il y a 30 ans pour permettre l'intensification des échanges et la croissance.
Je fais financer ce projet à 40% par les collectivités qui n'ont pas d'argent pour les mobilités. J'impose ce projet dans un territoire à 2 habitants au kilomètre carré dans l'espoir que ça passe inaperçu. Je suis, est-ce que vous reconnaissez, l'État français? Ok, la première était la plus dure, je vous préviens. Il reste 3 questions. La deuxième, elle est plus facile. Je fais du lobby auprès des commissaires européens pour faire croire que mon projet sert la connexion européenne, même s'il ne traverse aucune frontière. J'ai fait en 2021 le tour des collectivités pour leur faire signer un chèque en blanc. Je passe mon temps à mentir sur ce projet, par exemple en affirmant qu'il artificialise 700 hectares au lieu de 5000. Je suis à la tête de la région Nouvelle-Aquitaine depuis 25 ans. Je suis. Alain Rousset. Bandez-le. Ok, troisième question. Il en reste 2. Je parle de désenclavement pour faire croire qu'un train qui ne s'arrête pas permet l'amélioration des mobilités. Je considère que la priorité numéro 1 des Toulousains est d'aller à Paris plus vite que leur ombre. Je vante un projet de décarbonation qui va émettre tout de même dans l'atmosphère l'équivalent de 28 millions d'allers-retours Paris-Toulouse en avion, donc dans l'atmosphère. J'aime autant le train, l'avion que l'autoroute, à 69. Je suis. Carole Delga. Ok, bon, je vous donne un peu les réponses. La dernière, c'est la plus facile. C'est assez compliqué, j'espère que vous êtes prêts. Suspense. Donc, je suis un projet écologique, mais je vais détruire l'habitat de 197 espèces protégées. Je suis un projet d'avenir, mais pour me construire, il va falloir pomper ou polluer les nappes phréatiques de la région la plus riche en eau de France. Je suis un des plus gros projets d'infrastructure de France, mais ni Le Monde, ni Libé, ni Mediapart ne parlent de moi. Je vais coûter 14, 16 ou 20 milliards d'euros. Je suis en bref un projet dévastateur, inutile et ruineux. Je suis... GPSO. Ok, donc vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas cet acronyme GPSO, Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest. Il me reste à peu près 8 minutes, si j'ai bien calculé, si je me suis bien entraînée, pour présenter de façon un peu plus posée du coup les tenants et les aboutissants de ce projet, en tout cas introduire brièvement ça. Et du coup, je vais plutôt faire un rappel contextuel et historique d'où vient ce projet et qu'est-ce qu'on dénonce principalement en 3 gros traits. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un projet de train. C'est pas un projet d'un itinéraire d'un point A à un point B en mobilité douce, en train. C'est un projet d'infrastructure. Et ça n'a rien à voir avec un projet de train. C'est la première chose à dire, et s'il y a un truc à retenir, c'est peut-être ça, parce qu'on entend tous les jours, le train c'est vert, le train c'est écolo, donc la LGV c'est bien. Ben non, la conclusion elle marche pas. C'est effectivement un tracé qui passe en plein cœur de la vallée du Ciron, et qui se sépare en 2 lignes à grande vitesse au niveau de la commune de Berrios-Bolac, et notamment aussi qui passe dans le parc naturel des Landes de Gascogne. Donc du coup c'est un projet d'infrastructure de lignes à grande vitesse, non pas une mais bien 2 lignes à grande vitesse, et ça c'est important de l'avoir bien en tête quand on en parle. Ça traverse du coup dans les faits, comme je le disais dans l'introduction, un territoire à peu près 2 habitants au kilomètre carré. Donc du coup c'est ce que l'État a en tête aussi quand il met en place ce projet, c'est de se dire il va y avoir une faible opposition à ce projet, finalement il n'y a que 2 habitants au kilomètre carré, on va le faire passer en douce, il ne va rien se passer. Mais ça, c'était sans compter sur le bon sens des habitants du Sud-Ouest qui savent très très bien lire entre les lignes. Je pense que c'est le cas de le dire. C'est un projet inutile pour 2 raisons, enfin pour plein de raisons en fait, mais je vais en citer 2. D'une part, c'est qu'on n'a pas de mal aujourd'hui pour se déplacer à Dax ou à Toulouse en train. Si on veut se déplacer en mobilité douce, si on veut se déplacer en train, on peut le faire aujourd'hui, il y a des lignes qui existent, il y a des voies qui existent, elles n'ont pas exprimé entre guillemets leur plein potentiel. Ça, c'est des collectifs parmi nous qui le montrent. Aujourd'hui, on peut utiliser les voies existantes et on peut même augmenter le trafic sur les voies existantes s'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. D'autre part, la deuxième raison pour laquelle c'est un projet inutile, c'est que c'est un projet qui ne répond pas aux enjeux de mobilité sur le territoire. En fait, c'est un projet qui ne tient pas compte d'un certain nombre d'enjeux qui sont devenus prégnants et qui le sont de plus en plus, qui le sont particulièrement en 2024, avec évidemment le réchauffement climatique, les crises répétées, les inondations, les sécheresses, liées aussi au dérèglement du cycle de l'eau, et le coût croissant par exemple de l'énergie. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un train, un train à grande vitesse, quand on parle de grande vitesse, on consomme jusqu'à 4 fois plus d'énergie que quand on circule sur une ligne classique, premièrement. Et donc après, on nous parle de sobriété, on dit que c'est l'enjeu aujourd'hui en 2024 de parler de sobriété, etc. Ok, mais c'est pas en éteignant la lumière avant de partir qu'on va s'en sortir. Et c'est pas en faisant des grands projets qui consomment jusqu'à 4 fois plus qu'on va s'en sortir non plus. De même, c'est absolument aberrant aujourd'hui d'artificialiser et
déforester jusqu'à 2850 hectares de terre, de forêt, pardon, et 5000 hectares de terre en tout, alors qu'on sait très bien que, par exemple, les forêts rentrent dans... c'est un agent régulateur du cycle de l'eau, par exemple. Et on nous dit, il y a des sécheresses, il y a des crises, on ne sait pas comment on va faire, on est en train de prévoir un plan d'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés, et en parallèle, on finance un projet qui est inutile et qui, en plus, aggrave la situation. Donc c'est un projet inutile. La deuxième chose, c'est que c'est un projet anachronique. Il faut bien avoir en tête que c'est un projet qui date de 30 ans. Enfin, il est né en 1991 avec le schéma d'infrastructure des lignes à grande vitesse, en même temps que d'autres lignes à grande vitesse qui sont tout aussi aberrantes d'ailleurs, comme le Lyon-Turin en Maurienne. Donc toutes ces lignes à grande vitesse sont nées en même temps, en 1991, à une époque où l'idéologie c'était la vitesse, c'est le progrès, on va aller toujours plus loin, toujours plus vite, pour faire de la marchandisation, de la croissance. Ça, c'est dans le livre blanc européen, enfin, c'était le projet de l'Europe, le réseau de transport européen, c'est on intensifie les échanges pour faire plus de développement économique, plus de marchandisation. Mais ça n'a rien à voir avec les besoins du territoire. Et je pense que vous savez peut-être en fait mieux que moi, j'habite à Bordeaux, vous êtes ici, vous savez très bien quelle est la situation des trains, des TER, le sous-investissement chronique qu'il y a sur les lignes du quotidien, enfin sur les lignes classiques, on va dire, empruntées régulièrement. Et donc, on n'est plus à l'époque d'il y a 30 ans où fallait faire rayonner le fleuron industriel français, le rail, en gros, qui était l'excellence française. On n'est plus là, quoi. Donc, c'est une honte, finalement, que ce projet ne tient pas compte de ce que signifie aujourd'hui le déplacement pour la majeure partie de la population. C'est-à-dire, en gros, autre chose qu'un aller simple en TGV à 43 € le prix moyen. Aujourd'hui, quand on se déplace au quotidien, on ne va pas dépenser 43 €, on ne va pas prendre un TGV. Enfin, juste, c'est un produit de luxe aujourd'hui. Ce qu'on a besoin, c'est des trains qui arrivent à l'heure, sans incident et pas cher. Voilà. Donc, juste pour retracer brièvement l'historique, ce que je viens de vous dire, donc c'est un projet qui a 30 ans, qui est né il y a 30 ans, en 1991. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du coup un débat public, ensuite une enquête publique en 2014-2016, et du coup la population qui s'est exprimée à ce moment-là. Plus de 90% de la population s'est exprimée contre ce projet. Donc c'est pas non plus un projet démocratique, c'est pas un projet écologique, c'est pas un projet social, économique utile, et c'est pas non plus un projet démocratique. Il y a plus de 90% de la population qui s'est exprimée contre. Et en plus, les commissaires enquêteurs, par-dessus ça, qui expriment un avis, eux-mêmes ont dit il faut pas le faire. Les garants du bon déroulé de l'enquête publique ont dit eux aussi il faut pas faire ce projet. Malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? L'État français dit en gros je vais le faire quand même. Enfin, c'est ce qui se passe à chaque fois, mais c'est ce qui s'est passé du coup en 2016. La population est contre, c'est pas grave, je le fais quand même. Déclaration d'utilité publique en 2016. C'est quand même un concept bizarre, l'utilité publique, quand la population est contre. Mais bon. Et donc aujourd'hui, on en est au démarrage des travaux. 2024, c'est vraiment une année charnière. Aussi parce qu'il y a le renouvellement de la Commission européenne et donc on attend toujours 20%, enfin moi j'attends rien du tout, pardon, c'était plutôt les promoteurs du projet attendent 20% toujours dans le plan de financement qui n'est pas acquis, donc ce projet aujourd'hui n'est pas financé à 100%, et il y a le renouvellement de la Commission européenne cette année, donc ils espèrent évidemment que la prochaine Commission de transport soit favorable à ce projet, et du coup il y a ça et il y a les travaux qui démarrent en même temps alors que rien finalement ne tient debout dans cette affaire. Et ce qu'il y a aussi en parallèle en ce moment, c'est que, vous le voyez aujourd'hui, on est 20 collectifs. On est plus que ça encore parce qu'on est sur 5 départements et tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une contestation très très vive qui s'accroît, à la vue des premières destructions notamment, à la prise de conscience aussi des enjeux qui deviennent de plus en plus prégnants. Et du coup, ça montre toujours, jour après jour, on voit de plus en plus les incohérences de ce projet. Du coup, on a besoin aussi qu'il y ait plus de monde qui nous rejoignent, qu'il y ait plus de gens qui comprennent aussi ces enjeux-là et qui en parlent autour d'eux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de LGV No Merci, le site internet lgvnomerci.fr. Et ce qui est important, c'est que ce soit le site, que ce soit vous, qu'il y ait des gens qui en parlent et qui fassent comprendre ces enjeux au plus grand nombre et au plus de monde possible, parce qu'il va y avoir des temps forts en 2024, on va avoir besoin de monde qui se mobilise, que ce soit des élus, que ce soit des citoyens, que ce soit des collectifs, enfin, qui que ce soit, on a besoin de faire entendre notre voix, de la voix du Sud-Ouest, contre ce projet. On n'en est plus à faire du toujours plus vite, toujours plus loin, c'est plus les enjeux de 2024, mais c'est ça qu'il faut dire très très haut et très très fort. Du coup, je vais laisser la parole aux autres intervenants, je ne sais pas qui fait ça.
Parce que je pense que c'était important, vous l'avez dit. Alors merci au collectif d'Estraya et au collectif en fait de nous solliciter. On va avoir cette création ou pas d'ailleurs, j'espère, de la LGV. D'ailleurs, je suis très content de voir beaucoup de réolés présents qui ont répondu à cet appel et voilà, merci à eux. Parce que au-delà, et ça sera expliqué, de l'impact écologique, au-delà, je pense que le collectif des gravières, anti-gravières, l'expliquera, du volet écologique, on a l'impact du quotidien. Alors, j'ai demandé d'ailleurs à rencontrer, puisque quand je suis intervenu auprès de Pierre Urmic, j'ai le président de la région qui m'a convoqué en tête à tête, avec, d'ailleurs, je suis parti avec mon DGS pour expliquer que le besoin, pourquoi cette LGV était importante, en nous expliquant que le jour où il y aura la LGV, en fait, ça va libérer des sillons. Alors, sillons, c'est, en fait, on aura donc plus de cadencement. Or, aujourd'hui, même quand on parle avec des cadres de la SNCF, en fait, leur vision est totalement différente. La difficulté aujourd'hui qu'on va rencontrer, moi je la vois venir aussi, c'est que entre le RER métropolitain et ensuite la LGV, que restera-t-il entre Langon et Agen? Comment seront entretenues les lignes et quel sera le cadencement et qui surtout le prendra en charge? Je rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, entre Libourne et Bergerac, à un moment donné, la région a dit il faut mettre la main à la poche. Donc ce sont des collectivités territoriales ainsi que le département qui ont pris en charge la rénovation des lignes. Et je suis bien persuadé que le jour où le RER métropolitain s'arrêtera à Langon, il y aura un vide, en tout cas, entre le Langonais et Agen. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'on commence à parler de pôles de mobilité sur Langon, de pôles de mobilité sur Agen, et ensuite des bus de rabattement. C'est à peu près le schéma qu'on présente d'ailleurs dans le schéma du SRADET, c'est des schémas régionaux, où on vous dit, voilà, il y aura effectivement un pôle de mobilité sur Langon, un sur Marmande ou Agen, et ensuite on prévoit des bus de rabattement. Donc pour ceux qui sont sur ce territoire, j'alerte simplement que la création de cette LGV, ça va nous impacter directement. Ça nous impacte aujourd'hui parce qu'on paye quand même la TSE, la taxe liée à la LGV, mais ça nous impactera ensuite, par la suite, puisque quid, je redis, du cadencement et de l'entretien de ces lignes. D'autre part, les milliards injectés, puisqu'on parle 17 voire 20 milliards, qui seront injectés, ne seront bien entendu pas injectés sur nos lignes, et aussi, et ça c'est notre demande que l'on fait depuis plusieurs années, sur l'accessibilité de nos gares. Avec ce soir, vous étiez présents et très nombreux au niveau de la gare. Vous avez vu, quand vous êtes une personne en mobilité réduite, ou simplement une personne âgée, ou quelqu'un qui veut prendre un vélo pour aller à Bordeaux, vous avez une passerelle qui est aujourd'hui infranchissable, et ça, effectivement, si les moyens sont mis sur des projets pharaoniques comme celui-ci, ils ne seront pas mis, bien entendu, il n'y aura pas les moyens, je vous le dis, en tout cas la région n'aura pas les moyens de le mettre sur nos lignes. Voilà, donc je voulais juste donner ce témoignage. J'ai eu aussi les chiffres, parce que je n'ai pas eu les chiffres de la région. J'ai eu des chiffres non diffusables et je remercie la SNCF. Voilà. Donc ils sont non diffusables, c'est pas du tout les mêmes chiffres qu'on nous fournit, nous, aux élus. Et quand on voit que je prenais un mardi d'un mois au printemps, on était en 2022 à peu près à 1400 montées-descentes, et aujourd'hui on est à 2100. Voilà, donc ça prouve bien qu'aujourd'hui le train est utilisé. On a besoin de ce train pour différentes raisons. Il y a des personnes, de toute façon, le bassin d'emploi aujourd'hui est sur la métropole. Voilà, alors ça aussi, il faudra peut-être réfléchir à un aménagement du territoire, mais ça c'est un autre sujet. D'autre part, on a aussi beaucoup de jeunes. Moi j'ai des élèves aujourd'hui qui sont à l'université, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de payer des logements. Là aussi c'est un véritable problème, mais du coup qui prennent le train quotidiennement. On l'a vu encore ce soir, le nombre de jeunes, alors certes il y en a qui venaient de l'internat, mais d'autres qui font quotidiennement ce trajet. Donc
ont vraiment besoin de cet accès. Et en même temps, je dis, le train, oui, d'accord, mais pas au prix auquel le billet est vendu. Parce que quand effectivement on prône le développement durable, on ne vend pas des billets à 12 ou 13 ou 14 ou 15 euros comme aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un enjeu pour nous, d'autant plus que quand il n'y a pas le train, on nous dit, eh ben ouais, il y a la bagnole. Ben, certes la bagnole, sauf qu'aujourd'hui là aussi, quand on regarde l'augmentation des autoroutes, les seules autoroutes qui sont impactées, c'est l'après-Langon. Voilà, donc doublement impacté sur notre territoire. Donc voilà, moi je ne vais pas après effleurer les sujets, notamment sur les gravières, puisque là aussi on a une vraie difficulté, puisque qui dit effectivement LGV dit infrastructure, et qui dit infrastructure dit gravière, et ça je pense que ça sera abordé par mon collègue donc de Bourdelle, excusez-moi. Voilà, donc je vous remercie. En tout cas, merci à tous les Réolais qui ont répondu présent. Voilà, ça fait chaud au cœur parce que je redis, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Merci. Oui, bonsoir. J'interviens. Bonsoir, j'interviens par rapport au Garonnais liquidé. Nous avons mené une action pour empêcher l'installation de nouvelles gravières dans la plaine de la Garonne, au niveau de Bourdelle et de Montgauzy. Ces gravières étaient pressenties dans le passé, et nous avons mené une action auprès de tous nos élus pour que, quand le PLUI soit finalisé, les zones de gravière prévues n'existent plus. D'ailleurs, elles ont été supprimées au niveau des PLUI et je pense au niveau du SCOT aussi. Ce qui veut dire que normalement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'une gravière soit créée dans la plaine de Bourdelle-Montgauzy, sauf une décision du préfet de région, qui déclarerait ça d'utilité publique. Ça nous pend au nez puisque cette grave est très utile dans le cadre de la construction d'infrastructures type pont, type traverse de chemin de fer et ainsi de suite. Donc si la LGV, qui ne sera pas mise en place d'ailleurs, hein, venait par mégarde à être créée, bien sûr il y aura une demande énorme de graves. Alors, pourquoi nous ne voulons pas de la gravière? Tout simplement pour préserver nos terres agricoles. Effectivement, il faut savoir que les terres de Garonne sont peut-être les terres les plus riches de France et certainement les terres qui sont capables de produire le plus naturellement. À savoir, après les inondations de 21, tous les agriculteurs se sont frottés les mains parce qu'ils n'ont jamais fait des récoltes en 21, en juillet 21 et en août et en septembre 21 aussi belles. Les limons étaient là, ça a amendé les terres et tout. Il faut savoir qu'une gravière, une fois qu'elle est passée, il ne reste rien. Un trou plein d'eau et rien. Voilà. Donc c'est vraiment une destruction pure et dure, pure et simple. On ne peut même pas espérer faire quelque chose avec, parce qu'il y en a tellement. La vraie dire maintenant, si vous allez sur Google Maps, vous regardez, il y a des trous partout en plaine de Garonne. Voilà. Donc des grands groupes, que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît, exploitent, enfin, pour ne pas citer Lafarge, en l'occurrence, exploitent ces terres de façon abusive. Voilà, tout simplement pour un profit immédiat et sans aucune réflexion sur l'avenir et sur la nécessité de préserver ces terres. Michel nous parlera beaucoup mieux de ça, de l'utilité. Effectivement, on a besoin de graves pour construire, mais a-t-on besoin de telle quantité? Ça, la question est là. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir. Moi j'interviens ici avec deux casquettes. Je vais commencer par la première qui est celle d'un élu local. Je suis adjoint au maire de la commune de Montgauzy.
Montgauzy avec Bourdelle sont les deux communes sur lesquelles le groupe Holcim Lafarge a jeté son dévolu pour exploiter une nouvelle carrière d'environ 100 hectares. Alors maintenant, ça serait un peu moins, mais disons que c'est aux alentours de 100 hectares. Dès le départ, la commune de Montgauzy s'est clairement prononcée contre ce projet et a renouvelé cette disposition. On a encore réaffirmé ça en conseil municipal il y a peu de temps, mais ça n'a pas du tout empêché ce groupe industriel d'aller démarcher un par un les propriétaires en leur proposant des tarifs d'achat des terres beaucoup plus importants que ce que vaut la terre aujourd'hui, ce qui a contribué à jeter un trouble dans la commune, parce qu'on propose à certains, on ne propose pas à d'autres, etc. En fonction du nombre de mètres de granulat qu'il y a sous leur terre, la terre vaut plus ou moins selon Lafarge Holcim. Et on a pu mesurer, si vous voulez, le comportement de ce groupe industriel qui se fiche complètement de la vie des élus et qui, malheureusement, a l'appui d'un certain parlementaire local, sur lequel je n'insisterai pas. Ça, c'est pour ma casquette élu local. Il se trouve que j'anime aussi un groupe, une association de recherche. Alors, une association de recherche, ça existe. Je travaille depuis pas mal de temps dans une association qui porte un outil qui a été conçu au CNRS il y a pas mal de temps pour essayer d'étudier des changements profonds. Vous savez que les économistes au niveau du pays, par exemple, et au niveau de la Banque mondiale, etc., utilisent des modèles macroéconomiques et ces modèles ne sont absolument pas conçus pour étudier des changements profonds, ils sont uniquement conçus dans le but d'augmenter le PIB. Quand on se trouve face à une situation mondiale telle qu'elle est aujourd'hui, alors je ne parle pas de la guerre, hein, mais je parle des aspects sociétaux, environnementaux, du changement climatique, etc., on ne peut pas continuer sur la lancée actuelle et il faut pouvoir changer. Pour changer, ce n'est pas facile. Ça va supposer des révisions sans doute déchirantes et qu'il faut absolument pouvoir étudier. Et étudier de manière concertée. Il ne faut pas que l'étude de ces scénarios soit réservée à quelques technocrates dans un bureau, dans une tour à Paris ou à New York, n'est-ce pas? L'outil sur lequel nous travaillons est conçu pour ça, pour pouvoir exploiter au niveau local les conséquences de tel ou tel changement et de manière concertée. C'est dans ce cadre, avec les connaissances que nous avons regardé l'histoire de ces gravières et nous, on travaille en termes de quantité. On ne se contente pas de traiter les euros ou les dollars, on regarde les heures de travail, les tonnes de granulats nécessaires, etc. Et on s'est rendu compte que, concernant les besoins réels du territoire sur lequel nous vivons, nous n'avons pas de données. Les seules données disponibles, c'est ce que nous dit Lafarge Holcim, et puis les autres sociétés de ce genre, qui publient des études au niveau national, et qui disent qui donnent des chiffres. Moi, ayant regardé avec mes collègues des choses un peu plus près, je pense que ce qu'ils disent sur les besoins locaux, c'est largement erroné, et que les besoins locaux sont beaucoup moins importants que ce qu'ils... C'est-à-dire 1,4 milliard, il va falloir que quelqu'un les paye, 1,4 milliard supplémentaires. Le montant de la subvention européenne, si elle est inférieure à 20%, alors on a beau dire, on peut dire que l'Europe ne financera pas les 20%. C'est vrai, on va le démontrer, l'Europe ne financera pas les 20%. Mais les collectivités territoriales se sont engagées à financer ce que l'Europe ne finance pas. Donc, l'argent est prévu. Ça ne sera pas certainement l'Europe, mais malheureusement, les collectivités territoriales, nos élus de proximité, surtout dans les départements de Landes, Lot-et-Garonne, donc il y a une collectivité. En Gironde, il y a une collectivité qui va financer. Mais de toute façon, les collectivités territoriales financeront ce que l'Europe ne finance pas. Au niveau, donc, il a été créé une société GPSO
Société des grands projets du Sud-Ouest, qui doit gérer cette participation au financement et qui récolteront tous ces financements. Alors, au niveau des nouvelles taxes, alors pour financer ce projet, 3 nouvelles taxes ont été mises dans la loi de financement 2022, qui a été donc votée par le gouvernement, la taxe spéciale d'équipement d'un montant de 29 millions, la taxe spéciale d'équipement additionnelle à partir des cotisations foncières pour les entreprises de 21 millions et la taxe additionnelle de 34%. La taxe spéciale d'équipement, donc on verra tout à l'heure les personnes qui vont les payer. Alors justement, les personnes concernées par ces taxes, ce sont toutes les personnes physiques et morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés, et à la cotisation foncière des entreprises. La zone géographique de toutes les personnes physiques et morales qui vont payer, elle se situe à moins de 60 km d'une gare LGV. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, il y a exactement 1220 communes, donc sur 3000 communes concernées, qui vont payer cette taxe. Alors on voit que, par exemple, donc en Gironde, sur 535 communes, 464 vont la payer. Alors au niveau financement de l'Europe, donc on attend 2,8 milliards. Il faut savoir que l'Europe dispose entre 2021 et 2027 de 25 milliards pour tous les projets de l'Union européenne, c'est-à-dire des 27 pays. Il y a environ tous les ans 150 projets qui financent, soit environ une moyenne de 175 millions d'euros. Au niveau du GPSO, en 2023, l'Europe a accordé 60 millions d'euros. 32 millions pour les études de la voie nouvelle et 27 millions pour la première étape des travaux des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Ce qui s'ajoute à des financements qui avaient déjà été faits, ce qui fait aujourd'hui un total de 100 millions sur 2,8 milliards. Voilà. Il faut savoir que, juste à titre d'exemple, ce qui a été donné sur Tours-Bordeaux, l'Europe a financé 50 millions de subventions et a accordé un prêt remboursable d'1,2 milliard. Mais en subvention, 50 millions Tours-Bordeaux. Nous, on en attend 2,8 milliards. 2,8 milliards. Alors, il est certain, mais le plus malheureux dans tout ça, c'est que l'Europe ne les financera pas, mais c'est nous qui allons les financer. Les collectivités territoriales ont signé qu'ils financeraient, je répète, à la place de l'Europe. Donc, aujourd'hui, on parle des 3 taxes qu'on a vues tout à l'heure, mais demain, il y en aura d'autres. Demain, obligatoirement, il y aura d'autres taxes que nous allons payer si malheureusement ce projet se fait. Alors, aujourd'hui, on va lancer un projet. On va lancer un projet, d'ailleurs, on le voit, on l'entend dans la presse, on démolit des maisons. Oui, mais sur un projet de 14 milliards, il manque donc 5,7 milliards. 1,5 milliard que l'État ne finance pas, 2,8 milliards de la part de l'Union européenne et 1,4 milliard de frais financiers. Donc c'est 6 milliards qui manquent. Qui manquent, pas tout à fait, puisque je répète, dans le plan de financement, c'est les taxes qui vont être alourdies pour les payer. C'est nous qui allons les payer. C'est nous qui allons les payer. Dans les collectivités territoriales qui ont voté ce plan de financement, nous les avons avertis depuis des mois, qu'ils signaient un chèque en blanc et que c'est la population qui allait payer cet LGV. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça. Alors, juste pour vous montrer, parce qu'on parle que les LGV, comme disait notre cher ami Rousset, il va y avoir des retours d'investissement et les 300 millions que la région a avancés pour pallier au Lot-et-Garonne, à la Gironde
et à la communauté de Dax vont être très rapidement retournés par des bénéfices. Alors juste pour comparer entre Tours et Bordeaux. Tours 302 km, Bordeaux 222. Aménagement 38 km, coût social, coût du projet Tours-Bordeaux 7 milliards, Bordeaux-Toulouse 10 milliards, 23 millions du kilomètre pour Tours-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse 41 millions du kilomètre. Les collectivités Tours-Bordeaux ont financé 1,5 million, Bordeaux-Toulouse 4 milliards et certainement beaucoup plus. Uniquement, je parle de la Bordeaux-Toulouse. Passagers, plus de 18 millions sur Tours-Bordeaux, 8 millions sur Bordeaux-Toulouse, 83 TGV sur Tours-Bordeaux, 17, peut-être un peu plus avec les intercités s'ils les mettent, une trentaine sur Bordeaux-Toulouse, 4 gares desservies directement, 27 gares raccordées sur Tours-Bordeaux, 4 sur Bordeaux-Toulouse. Le report modal, qu'on a parlé tout à l'heure, du report modal, c'est-à-dire des personnes, tiens, il y a une LGV, ben je vais partir, je vais la prendre. Voilà, ils considèrent, Tours-Bordeaux, ça a été de 3,8 millions de passagers en plus, ben, Bordeaux-Toulouse, qui est beaucoup moins, on en prévoit 6,5 millions. Un mensonge encore au niveau de ce report modal. Ce projet vit aujourd'hui, depuis le début, à coup de mensonges. Bonsoir et merci. Bon, mais tout a été dit, hein, de toute façon. Ce projet, on n'en veut pas. Et ça fait depuis 10 ans que l'on dit que l'on n'en veut pas. De toute façon, que ce soit les élus, que ce soit les associations, que ce soit les collectifs, on bagarre déjà depuis plus de 20 ans contre ce projet. Et on n'en veut toujours pas. Ce n'est pas, et il faut le dire et le répéter, ce n'est pas un projet d'utilité publique. Ça a été quand même dit par des commissaires enquêteurs, 28 commissaires enquêteurs qui ont donc fait cette commission d'enquête. Ils ont été sur le terrain pendant 3 mois. Ils sont restés là dans les communes. Et ils ont interrogé des élus, des associations, des gens. Et le résultat, c'est que de toute façon, ils ont décidé que de toute façon, ce n'était pas un projet d'utilité publique. Ils ont donné un avis négatif. Donc c'est clair, on n'en veut pas. Et on n'en veut toujours pas. Actuellement, la mobilisation se renforce. Je crois que c'est bon signe. Actuellement, des nouveaux collectifs se montent. Il y a des réunions qui se font un petit peu partout. Les élus qui se mobilisent aussi peut-être un peu plus davantage. Donc, on est clair là-dessus, hein, je crois. Et nous, de toute façon, en tant que collectif, et c'est ce qu'on avait dit pour le collectif Nina, de toute façon, on n'a pas monté un collectif pour regarder passer le train, hein, de toute façon. Et là, il faut être clair. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on est tout à fait conscient que de toute façon, des entreprises comme Vinci ou Lafarge ne lâcheront pas un chantier de cette importance, de toute façon. Et avec l'aide de l'État et avec l'aide des grands élus, ils vont essayer de faire passer ce projet. Bon, on en est tout à fait conscient. Mais de toute façon, il faut qu'ils soient conscients que ce projet ne passera pas. Et là, de toute façon, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Il est à peu près sûr, dans les mois qui vont venir, que la tension risque de monter. Peut-être. Mais de toute façon, nous sommes tout à fait légitimes pour mener ce combat-là. D'abord parce qu'une commission d'enquête a donné un avis négatif à ce projet, reconnaissant que ce n'était pas un projet d'utilité publique, et parce que nous défendons le service public. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Tout ça, c'est pour aller vers la privatisation. Et puis la disparition des petites voies, et on amènera tout le monde sur les grandes voies, et on fera payer le tarif que l'on voudra. Donc, nous n'en voulons pas. Soyons clairs, hein. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les intervenants pour avoir exposé voilà, ces différents aspects. On va passer
aux questions. Il y aura un petit temps d'échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous faire passer des micros. Et si les quelques élus du collectif d'élus, notamment Madame Lartigue par exemple, veulent prendre la parole, évidemment, ils sont les bienvenus pour exposer ce qu'ils font déjà. Il y a là-bas à gauche, là-bas et un peu à gauche. Il y a une question aussi. Je voulais demander si les collectivités qui avaient signé ces chèques en blanc, est-ce qu'elles pouvaient revenir en arrière? Oui, de toute façon, on a déjà vu l'exemple dans l'autre sens. Une communauté, la communauté de... dans les Landes, je ne me rappelle plus le nom, à Rion, qui avait d'abord voté non, et par la suite a voté, après intervention de M. Roussier, a voté oui. Il faut savoir que le contraire, à ce jour, il n'y en a pas eu. Mais il faut savoir que toutes les collectivités territoriales peuvent à tout moment voter. Ils ont en plus eu l'occasion de revoter sur un avenant numéro 1 et toutes les collectivités territoriales n'ont pas revoté. Donc ils ont encore le choix de dire non à ce plan de financement. Il est bien évident qu'aujourd'hui, malheureusement, en Lot-et-Garonne, on est intervenu, quand ils ont signé il y a quelques mois de ça, l'avenant numéro 1, on est intervenu auprès des élus, on a fait des courriers, on a fait des réunions, malheureusement, à quelques voix, le projet, enfin ce plan de financement de l'avenant numéro 1 a été voté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait pression sur nos élus et sur les collectivités territoriales qui ont voté, ils peuvent voter et faire l'inverse. Et c'est certain qu'aujourd'hui, si 3, 4, 5 collectivités territoriales sur 25 ne votaient pas ce plan de financement, je pense que le projet aurait certainement des problèmes pour financer les premiers travaux. Donc ils peuvent encore voter. Bonsoir. Donc nous, on est un collectif des environs de la Réole, de Saint-Sève, un petit village à la sortie de la Réole, route de Sauveterre. Et on voulait témoigner d'une autre nuisance qui touche nos territoires, et qui a pour nom l'agrivoltaïsme. Alors, donc c'est un peu connexe à la LGV, mais quand on parle de projet inutile et imposé, on va vous décrire celui-ci. Donc en fait, il faut savoir, l'agrivoltaïsme, c'est une loi qui est passée début 2023 pour faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles qui auparavant étaient très réglementés. Et donc on a beaucoup de projets dans notre territoire qui fleurissent sur l'agrivoltaïsme, notamment chez nous, un projet de 40 hectares, voilà. Et donc en fait, nous, sur ces projets-là, on voit deux gros impacts quand même pour le territoire. Le premier, c'est l'artificialisation des terres. En fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'on ne peut pas cultiver sans perte de rendement sous les panneaux. Or, la loi actuellement est très très floue sur le taux d'emprise maximum que peuvent avoir les panneaux par hectare. Donc nous, on pense que c'est vraiment une loi qui déguise une nouvelle forme d'industrialisation de l'agriculture. Et vu que ça fleurit un peu partout, on craint que les terres nourricières soient définitivement confisquées. Enfin, en tout cas, c'est un facteur de confiscation de nouveau des terres nourricières. Donc oui, effectivement, comment faire de la photosynthèse pour une plante quand on est à l'ombre? Voilà, ça tout le monde peut le comprendre. Ensuite, le deuxième impact, c'est sur l'impact sur les prix. Il faut savoir que les chiffres qu'on a recueillis, que d'autres organisations ont recueillis, on est à peu près sur 3 500 €, 4 000 € l'hectare, ce qui est beaucoup plus que n'importe quelle marge agricole actuellement en grande culture par exemple, voilà, ou en élevage. Donc on a peur que ces projets-là entretiennent la spéculation sur les terres nourricières. Et dans une région où on a beaucoup de mal à s'installer, où les terres sont déjà très chères, comment renouveler les générations d'agriculteurs avec des prix rédhibitoires pour les gens qui s'installent. Donc en fait, voilà, on vous invite à venir nous voir, on a une table juste là, on a une pétition, on pourra en parler plus longuement. Nous on pense que les terres agricoles doivent rester nourricières. On pense qu'il y a beaucoup d'espaces déjà artificialisés qui pourraient recevoir des panneaux photovoltaïques. Et on pense aussi que l'énergie... on pense qu'il faudrait consommer moins d'énergie que les plans actuels du gouvernement Macron. Merci.
de Bernos-Bolac et coprésidente avec M. Christian Tamaret, le maire de Saint-Médard-d'Eyran, du collectif des élus Sud-Gironde et Solidaire, Montesquieu et Solidaire. Et à ce titre, nous faisons régulièrement des réunions, précisément pour mettre des choses en place, parce que nous travaillons en collaboration avec tous les sénateurs et députés de notre territoire. Il faut savoir qu'ils sont tous d'accord contre ce projet et que la dernière réunion qui a eu lieu le mois dernier a fait l'objet d'un compte rendu conjoint entre les attachés de Mme Mette, de M. Prudhomme, de Mme Di Marco, de M. Hervé Gillet, dont nous attendons ce compte rendu que nous allons faire passer à tous nos élus, d'une part, pour que vous sachiez exactement ce qui s'est dit. D'autre part, la semaine dernière, Mme Mette a fait passer un moratoire à un petit jeune là qui vient d'arriver, qui s'appelle M. Attal, qui est plein d'énergie. Comme à l'époque où elle a déposé ce moratoire, il n'y avait pas encore le ministre des Transports. Donc c'est passé directement de Mme Mette à M. Attal. Donc voyons un peu comment il se démène. Nous avons peut-être l'espoir d'avoir une réponse d'ici pas longtemps. On verra bien, on vous le fera savoir par l'intermédiaire de tous les élus du collectif et presse, éventuellement. Et d'autre part, je voulais juste rajouter un mot sur la ligne Bordeaux-Toulouse. Par l'intermédiaire de notre collectif, j'avais écrit à monsieur le maire de Limoges pour lui demander s'il voulait bien s'agréger à notre collectif, parce que lui aussi, à l'époque, il avait des ennuis avec son la POLT, là, qui ne ni fait ni à faire, on allait le faire, on n'allait pas le faire, etc. Il avait des ennuis. Donc je lui ai écrit pour qu'il se joigne à nous avec tous les gens qui étaient autour de lui, pour gonfler un peu le chiffre, plus on est nombreux, mieux ça va. Il m'a répondu 2 mois plus tard, en me disant que la POLT était lancée, et que donc maintenant, bon, sur son territoire, ça allait bien se passer, puisqu'il allait être desservi. Alors la question qui reste en suspens, moi je suis du siècle dernier, on m'a toujours dit que la ligne à droite était la plus directe. Or, pourquoi les Parisiens, qui vont pouvoir faire Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, vont faire Paris, Bordeaux, Toulouse? Donc ils tombent sous le sens que du fait que la POLT va être vraiment mise en service, cette ligne Bordeaux-Toulouse n'a plus aucun sens. Donc il n'y a plus aucune utilité de détruire 4500 hectares de territoire avec tout ce qui a été dit sur les zones humides, sur l'impact des forêts, etc., etc. Donc il faut continuer à être de plus en plus nombreux pour se battre contre ce projet. Vous pouvez compter sur nous, on est au taquet en permanence et on ne lâchera rien. Voilà, merci beaucoup de nous suivre. Merci aux organisateurs de la réunion. Merci beaucoup. Alors, juste, Jean-Luc Glaise n'a pas pu être présent, il a intervenu tout à l'heure sur les quais de la gare. Je tenais quand même, on parlait des collectivités qui avaient signé à Blanc, ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. En tout cas, Jean-Luc Glaise, le président du département, dès la genèse et depuis très longtemps, il continue à se battre, n'a pas signé et se bat toujours avec le département de la Gironde. Donc voilà, je tenais sincèrement à le féliciter parce que ça a été un des premiers justement à être contre cette LGV. Est-ce que quelqu'un parmi les personnes bien renseignées qu'on a ce soir pourrait faire un petit point sur le début des travaux programmés ou il y a peut-être des choses qui sont déjà commencées au sud de Bordeaux? La question qui va avec ça, qui est derrière ça bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on fait si les travaux commencent? Quand les travaux commencent. C'est peut-être une question à aborder aussi. Monsieur Tamaret, je dois intervenir. Oui, je crois qu'on a quelqu'un de bien informé dans la salle sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Monsieur Tamaret. Bonsoir, oui, je suis le maire de Saint-Médard-d'Eyran, donc je suis bien informé puisque aujourd'hui la SNCF nous dit et fait 2 choses. La première, ils nous disent que le financement des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux est calé, ce qui veut dire qu'ils ont les sous. Alors pas eux, mais on leur a donné les sous. La deuxième chose, c'est que les travaux ont démarré. Ils ont démarré avec les premières démolitions des maisons, c'est-à-dire que la SNCF a acquis des propriétés.
et donc est fondé à démolir les maisons qui sont sur ces propriétés par rapport à ce projet-là. Donc voilà, oui, les travaux ont démarré. Ce qu'on nous dit, et ce qu'on m'a dit il y a encore quelques jours de ça, c'est que le début officiel des travaux des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux est prévu pour début 2025. Donc ça veut dire qu'ils vont intervenir sur les différentes communes qui sont concernées, puisque ça démarre de la gare Saint-Jean de Bordeaux, en passant par Vignal-d'Ornon, Bègle, Cadojac et Saint-Médard-des-Rangs, puisque c'est à partir de la sortie de Saint-Médard-des-Rangs que la LGV commencerait. Celle-là, elle est plus programmée aux alentours de 2032. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont commencer des travaux dès le début 2025, un mois sur Saint-Médard, un mois sur Cadojac, 2 mois sur Vignal-d'Ornon, puis ils reviendront sur Saint-Médard, etc., etc. Tout ceci pour faire des travaux qui vont durer 7 à 8 ans sur chacune de nos communes, avec tous les emmerdements qui sont liés à ces travaux, la noria des camions, le bruit, jour comme nuit, parce que je rappelle que ces travaux se feront de jour comme de nuit. Voilà. Donc ça veut dire que la mobilisation, elle doit toujours être de mise, mais que peut-être, sans attendre début 2025, il va falloir passer à une vitesse plus importante. Je dis ça, je dis rien. Juste pour dire un complément par rapport à ce que M. Tamaral vient de dire, au niveau des débuts des travaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, officiellement, aucun début des travaux ne peut avoir lieu. La seule autorisation qui a été délivrée, elle a été délivrée le 9 février par le préfet de Haute-Garonne pour les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Ce sont à ce jour les seuls travaux qui peuvent commencer. Alors, le 9 février, le préfet de la Haute-Garonne a donné l'autorisation. Il faut savoir qu'il y a eu une enquête environnementale au mois de décembre. L'enquête environnementale a donné un avis favorable, malgré que l'autorité environnementale, un organisme de l'État qui doit justement lui donner des informations, l'autorité environnementale a donné un avis défavorable, en disant que l'étude qui a été faite et qui est en cours, qui date encore de 2016, est obsolète. Et a fait un réquisitoire important en confirmant qu'aucun élément à ce jour ne permettait de démarrer les travaux. Malgré ça, les 3 inspecteurs ont donné un avis favorable et derrière, le 9 février, le préfet de la Haute-Garonne a donné l'autorisation. Alors, vous voyez, donc, c'est pas la peine d'avoir des organismes comme l'autorité environnementale et d'autres organismes qui donnent des avis négatifs et que derrière, on n'en tienne nullement compte. Au niveau des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, à ce jour, aucun travaux officiellement ne peut démarrer. On nous fait croire que les 2 maisons qui ont été détruites, ça concerne les travaux qui sont en cours et qui ont démarré. Non, la SNCF a racheté un lot de 6 maisons, mais en amiable avec les personnes, et bon, tout le monde peut acheter et détruire. Mais les travaux officiellement ne peuvent pas débuter. Il faut encore derrière, et ça viendra dans les mois qui arrivent, il faut qu'il y ait une enquête environnementale, donc chacun de nous pourra y participer et donner son avis. Il va falloir un avis favorable et que derrière le préfet fasse un arrêté pour confirmer les travaux. Donc ce n'est pas encore fait. Et encore moins pour la partie ligne à grande vitesse de Saint-Médard-des-Rangs jusqu'à Saint-Jory, où l'enquête environnementale, pour l'instant, n'est pas prévue. Elle se fera dans 1 an ou 2, mais pas avant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous fait croire qu'au sud de Bordeaux, les travaux peuvent commencer. Non. Officiellement, non, les travaux. Quand la presse vous dit que les travaux ont commencé, ce sont des mensonges. Un mensonge de plus pour nous faire croire, écoutez, venez pas à la réunion, hein, les travaux ont commencé.
Et juste si je peux me permettre, en complément du complément, Richard disait tout à l'heure de Elgvinia, disait on n'a pas construit un collectif pour regarder le train passer. On n'a pas construit des collectifs non plus pour regarder les machines travailler. On n'a pas non plus construit des collectifs pour attendre que les procédures fassent leur cours et que, autorisation ou pas, qu'on attende qu'il y ait tampon ou pas tampon et qu'on... Non. Le fait est qu'il y a des démolitions en cours, il y a des déplacements de réseau, on va pas juste regarder faire. S'il faut agir à un moment, c'est maintenant. J'avais un ami qui est sur la lutte en ce moment contre l'autoroute A69. Il se posait la question, qu'est-ce qui fait qu'on commence à lutter quand c'est trop tard? Qu'est-ce qui fait qu'on commence à lutter quand les machines sont sur le terrain? C'est pas à ce moment-là qu'il faut lutter. C'est pas à ce moment-là qu'il faut bloquer, qu'il faut arrêter les machines. C'est dès les déplacements de réseau, c'est dès maintenant. Et je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais du coup, à Saint-Médard-des-Rangs, effectivement, il y a des premiers travaux, en tout cas des déplacements de conduite et des travaux préparatoires, ils appellent ça comme ça, qui démarrent. Il y a eu un premier blocage déjà. Les collectifs sont mobilisés. Les collectifs sont venus sur place, ils ont bloqué le chantier une journée complète. Et ça, c'était la première, c'est pas la dernière. Donc on n'a pas fait ça, on n'a pas fait des collectifs, on n'est pas là aujourd'hui pour se dire on va attendre le résultat des pétitions, le résultat des enquêtes environnementales, le résultat de telle décision du préfet ou blocage de telle... Non, on agit maintenant, c'est pour ça qu'on est là, hein. Honnêtement, ça ne nous fait pas plaisir d'attendre des mois que les décisions soient prises, c'est maintenant qu'il faut agir. Très bien. Isabelle Dexpert, donc maire de Bazas et vice-présidente de la CDC du Bazadais. Simplement vous dire qu'effectivement, nous continuons à lutter sur ce territoire, y compris face aux sollicitations qui nous sont faites, puisque la communauté de communes a été très directement sollicitée pour étudier des compensations. Donc il faut que vous sachiez que la machine est en marche, effectivement, et qu'il déroule, nous demandant ce dont nous pourrions avoir besoin et ce qu'il pourrait donc mettre à notre disposition. Donc la communauté de communes du Bazadais a donc catégoriquement refusé toute discussion et toute compensation. Voilà.